Hello tout le monde et bienvenue sur Lunettes 3D, mon podcast où je parle de cinéma posément à vos côtés. Je m'appelle Eloane et le petit gars derrière, c'est Manjou, mon ingé son. Et mon but à travers ce format, c'est d'explorer ma cinéphilie et de vous donner envie de plonger dans le 7e art avec moi aujourd'hui. Comme vous l'avez remarqué, on teste un nouveau format aujourd'hui. On se filme, donc c'est le saut dans le grand bain. Ça peut être marrant. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce soir, on va parler d'un film que j'ai en tête depuis quelques temps. Et vu qu'on est en été, je me suis dit que ce serait chouette de parler d'une œuvre un peu plus ensoleillée que d'habitude. Parce que je pense que Whiplash, c'est pas non plus le film que je qualifierais de plus joyeux et léger. Donc, je me suis posée et je me suis dit, pourquoi pas vous parler de 20 Dieux, le film qui a fait un bon nombre d'entrées au box-office, qui a pas mal récolté d'argent et qui a beaucoup fait parler autour de lui, qui a même gagné des Césars, et ça, on aura l'occasion d'en reparler. En plus, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai jamais parlé de films français dans ce podcast, alors qu'on est déjà au 5e épisode, que je vous parle en français tout simplement. Donc ça va être une première et moi je suis contente de mettre en avant le patrimoine français également. Et puis aussi je vous mettrai des extraits en français d'interviews donc je pense que vous serez contente parce que j'ai eu quelques plaintes déjà. 20 Dieux, c'est un film qui est sorti le 11 décembre 2024 et ce que je trouve assez chouette, c'est que c'est un film hyper éclairé sur la jeunesse provinciale, sur les campagnes verdoyantes. Tandis que quand on voit ça et qu'on est à Paris, dans la dépression hivernale, ça fait quand même bien plaisir. Donc en fait, je trouve que c'est un film d'1h30 qui se regarde comme on boit un verre d'eau. C'est hyper instinctif, ça coule de source. Et c'est aussi ce qui a plu de prime abord et ce pourquoi je voulais vous en parler. Entre-temps, le film a été promu dans d'autres pays à l'étranger, comme notamment en Angleterre et dans des pays anglophones où le titre traduit c'est Holy Cow. Et je trouve ça intéressant de commencer cette analyse filmique par le titre parce que bah on commence par le commencement, c'est même pas cool, c'est logique. Du coup, l'expression vin Dieu, c'est un juron local qui exprime un peu comme des insultes qu'on a maintenant pour dire genre mince ou dommage ou comme ça, je jure pas devant la cam. Et en fait, ça reprend cette veine un peu de juron, de patois local, régional, et c'est pour ça que ça a été traduit par Holy Cow, parce que ça se rapproche un peu sans être une insulte vulgaire à proprement parler. Et en fait, le fait que le titre de ce film, qui a aussi bien marché en France, est un juron local d'un petit endroit à un territoire précis, ça montre aussi que ce film est capable de prouver qu'on a encore des films indépendants qui existent et qui marchent en France. C'est un peu une perle rare dans le cinéma français et qui montre que le cinéma parisien, c'est pas la voie royale et qu'on peut faire d'autres trucs qui sont vraiment qualitatifs. Louise Courvoisier, la réalisatrice, a expliqué pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette expression comme titre et je vais du coup m'appuyer sur une interview de Secret de tournage d'Allociné. D'ailleurs, c'est des interviews que je vous conseille d'aller voir parce que Secret de tournage, à chaque fois, c'est genre quelques faits importants sur un film et des trucs qu'on n'a pas vraiment en tête quand on va voir le film, comme par exemple pour Jurassic World Renaissance ou pour le dernier 4 Fantastiques. Elle a dit: «Je l'ai choisi le jour où j'ai découvert comment on orthographiait cette expression si répandue dans ma région». Elle apprécie beaucoup cette référence à la religion au cœur du monde rural parce que c'est un fait. Encore aujourd'hui, au XXIe siècle, les dieux, les divinités, le sacré, ça a encore une grande place dans la province, aussi dans les grandes villes, mais ça a moins d'importance maintenant. Et les expressions qui autrefois étaient religieuses ont perdu de cette tonalité-là dans les grandes villes. Donc en fait, c'est un peu une déclaration d'amour de la réalisatrice à son territoire natal. Et déjà, quand on perçoit le film comme ça apporte beaucoup de charme. Le film, déjà, il a été coproduit par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, il a été tourné majoritairement dans le Jura et sa création s'est faite de façon artisanale. Attention, je dis pas de façon cheap ou moche, je dis bien artisanale parce que pour moi, ça se rapproche le plus de ce qui est fait avec les mains, de ce qui est fabriqué avec la sueur, le plus sincèrement possible. Et en fait, je trouve que c'est cette dimension-là que le film montre en premier et c'est hyper important de l'aborder de cette façon. Le tournage a duré 8 semaines, la post-prod 6 mois, donc il n'a pas pris tant de temps que ça à se construire, il a suivi les choses un peu normalement et pourtant c'est un travail très très bien ficelé. C'est d'ailleurs le premier long métrage de la réalisatrice donc Louise Courvoisier et avant elle a créé un court métrage, donc pas besoin d'avoir une filmo de 3 pages Wikipédia pour que j'en parle sur Lunettes 3D et en plus, on met aujourd'hui à l'honneur une femme réalisatrice et je trouve ça quand même hyper important dans le milieu de l'audiovisuel qui est encore relativement masculin.
Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'aborde un peu plus de sujets politiques liés au cinéma, parce que ça peut être un point de vue intéressant et de toute manière, je garderai ma neutralité journalistique. On peut jamais être trop neutre, mais en tout cas, j'essaie de garder toujours du recul sur ce que je vous dis. Donc n'hésitez pas à me le dire après, parce que j'ai pas mal d'idées de sujets assez contemporains qui peuvent être intéressants à mettre sur le prisme de l'audiovisuel. En tout cas, si je vous donne mon avis, c'est toujours une pensée constructive, du moins j'espère. Donc on peut enchaîner sur la suite du podcast. Louise Courvoisier, elle est née à Genève en 94. Enfin Genève, si jamais des Suisses écoutent mon podcast un jour et qu'ils me chopent par le col. Elle a été diplômée de l'école de ciné lyonnaise La Cinéfabrique en 2018, là où elle a rencontré des camarades qu'elle contacte encore pour former ses équipes techniques de cinéma. Par exemple dans 20 Dieux, son co-scénariste, chef-op et monteuse sont des gens qu'elle a rencontrés sur les bancs de la Cinéfabrique. Et il y a pas mal de ça dans le cinéma. Souvent, on a des équipes qui ont déjà été formées dès les études. Donc, c'est assez marrant de les voir évoluer au cours du temps. Juste après, elle a envoyé son court-métrage de fin d'études au Festival de Cannes pour une sélection bien précise que dont vous allez prendre conscience juste après. Et ça, j'ai pas trop envie de vous l'expliquer par moi-même parce que je trouve ça plus intéressant à la place de vous mettre un extrait d'un reportage France 3 Régions qui a été fait à cette époque, c'est-à-dire le 23 mai 2019. C'est pour l'édition du midi 13h, un jeudi, donc autant dire que c'est pas le moment de rush d'audience le plus regardé, et c'est marrant de voir comment est-ce que les gens parlent d'elle en tant que jeune réalisatrice, jeune pousse, comme ils disent à un moment donné, et comment elle parle de son travail aussi. Du coup, je vais vous mettre quelques secondes de ce passage-là pour que vous puissiez un peu voir en perspective l'évolution des réalisateurs quand ils sortent d'école et quand ils sont plus installés dans le milieu après. Je me trouve sur le célèbre tapis rouge du Festival de Cannes, un tapis rouge qui n'est pas seulement réservé aux réalisateurs confirmés, non, les jeunes pousses, les cinéastes en devenir ont aussi le droit de le fouler, ce tapis rouge. C'est le cas de Louise Courvoisier, une lyonnaise. Elle a terminé ses études au mois de septembre et elle a été sélectionnée ici à Cannes, à la Ciné Fondation, pour son film de fin d'études. Ils étaient 2000 au départ à envoyer au Festival de Cannes leur film de fin d'études. Ils ne sont aujourd'hui que 17 à fouler les marches les plus célèbres du monde. Parmi eux, Louise Courvoisier, 24 ans, toute jeune diplômée de l'école de cinéma lyonnaise, la Cinéfabrique. Je pensais jamais me retrouver là, peut-être même jamais dans ma vie, puis tout d'un coup là maintenant, donc c'est trop bien. La Ciné Fondation est une compétition internationale de films d'étudiants. Le court-métrage qui a permis à Louise d'être sélectionnée s'appelle Mano à Mano. C'est un film sur le cirque, sur la campagne, et voilà, donc c'est un film qui était important pour moi parce que je l'ai écrit pour des acrobates, que c'était vraiment sur ma vie, sur les gens que je connais. Du coup, comme vous l'aurez compris, Mano Mano, c'est un court-métrage qui se situe dans la même dynamique que 20 Dieux. Quand on regarde la bande-annonce, parce que le film n'est pas disponible en streaming gratuit, donc j'ai regardé que la bande-annonce, on voit beaucoup de corps qui s'échauffent, de muscles qui se contractent, on a des costumes, on a un peu un fouillis chaotique, ordonné d'une certaine façon. Louise Corvoisier, elle présente en profondeur le milieu du cirque, et de façon très organique aussi, parce que justement, on voit beaucoup de gens et très peu d'artifices. On entend aussi plusieurs langages avec de l'allemand, du français, mais aussi différents accents. Donc on a cette mixité qui s'entrechoque, un peu comme dans 20 Dieux également. Et comme elle le disait dans l'interview France 3, elle présente un milieu qu'elle connaît avec des gens qu'elle connaît hors écran, et ça se ressent dans sa manière de poser son regard sur eux. En plus, ce qui est marrant, c'est que le début de 20 Dieux reproduit un peu le même pattern que l'ouverture de Mano à Mano. Un des premiers plans, c'est un plan séquence qui explore les coulisses du cirque et qui montre sans phare le style de vie donc de ces artistes itinérants dont je vous ai parlé à l'instant. Dans 20 Dieux, la scène d'ouverture se fait aussi avec une caméra qui se balade dans une foire agricole. On suit un homme de dos avec un t-shirt un peu sale, des trous dans le débardeur, et en fait, on voit dès ce plan-là qu'elle va présenter une partie de la population qui est un peu plus défavorisée, qui est beaucoup plus rurale et qui a moins accès à tout ce qu'on a à profusion en grande ville. Donc je trouve ça hyper intéressant comme manière de montrer la tonalité. Et encore une fois, on a ce mouvement d'immersion, d'entrée dans l'histoire, de choses qui se passent sous nos yeux, et c'est un côté assez immédiat que moi j'aime bien dans le cinéma. On n'a pas une présentation en mode je m'appelle Henri, je me présente, je m'appelle Henri. C'est un geste cinématographique qui cherche à enraciner le récit dès les premières secondes. Et c'est très happant et intriguant, et en même temps ça capte le regard du spectateur. Mais maintenant qu'on a compris le cadre et le contexte dans lequel Louise Courvoisier présente son film, de quoi est-ce que ça parle, 20 Dieux?
Et bah, c'est l'histoire d'Anthony et qui est Totten, qui a 18 ans et qui, comme un ado normal de son âge, aime faire la fête, se saouler, sortir avec ses potes et reste un peu dans le déni du passage à l'âge adulte. Mais cette transition, il se la prend en plein visage quand son père décède brutalement suite à un accident de voiture. Il se retrouve donc tout seul avec sa petite sœur Claire de 7 ans à charge et là, il se rend compte qu'il est obligé de devenir responsable. L'argent s'écoule relativement vite et il faut qu'il trouve un travail. Alors bien sûr, il ne doit pas faire un autre métier que le métier d'agriculteur, déjà parce que c'est le métier de son père à qui il rend hommage d'une certaine façon, mais aussi parce que c'est le seul métier auquel il a été confronté à travers sa jeunesse, comme encore beaucoup de jeunes adultes qui habitent en province au XXIe siècle. Sauf que Totten, c'est un électron libre, il se bagarre, il dit tout ce qu'il pense et il va finir par s'isoler de tout milieu professionnel stable et sécurisant, milieu dont il a besoin fondamentalement. Au final, il se met en tête qu'il va fabriquer le meilleur comté de la région pour remporter la médaille d'or du concours agricole et gagner 30 000 euros. Sauf qu'un détail pas des moindres reste à préciser, il n'a jamais fait ça de sa vie. Il va donc faire des petites magouilles avec ses deux amis Jean-Yves et Francis, qui l'aident par exemple à voler du lait de très bonne qualité à Marie-Lise, la fille du producteur de comté qui gagne tout le temps la médaille d'or chaque année. Ils s'attachent évidemment à elle, ils vivent une idylle adolescente tout à fait mimi, mais Totten est vite rattrapé par la réalité. La vérité finit par éclater et fabriquer du fromage quand on n'a aucune connaissance dessus, c'est pas une tâche hyper facile, ça relève plutôt du miracle. Pour moi, ce film reste une manière très tendre de dépeindre la quête initiatique de l'âge adulte. Le fait de grandir alors qu'on n'est pas vraiment prêt, mais de toute façon, j'ai l'impression qu'on n'est jamais vraiment prêt à sauter ce pas, à devenir des adultes responsables. C'est toujours un élément particulier qui vient chambouler un peu notre cocon de l'enfance ou du moins de l'entre-deux et qui nous force à grandir. C'est rarement voulu et Vain Dieu exprime vraiment cette idée-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un merveilleux message d'amitié et d'amour, une vraie ode à la résilience, à la persévérance et à la volonté d'avancer et de se construire. J'ai revu le film pour écrire cet épisode et ça m'a bluffé à quel point les dialogues entre le trio d'amis des trois garçons sont écrits de manière très juste et très simple, mais en même temps, c'est assez bouleversant de les entendre parler entre eux. Francis et Jean-Yves sont prêts à tout pour aider Totten. Ils s'occupent de sa sœur, ils l'aident à gagner de l'argent et ils font preuve de quand même beaucoup d'abnégation et d'entraide pour des adolescents de cet âge-là. C'est assez admirable. Par rapport à ça, le film nous présente aussi des vrais adultes, entre guillemets, qui, eux, sont capables d'un soutien très bancal et plutôt abstrait. Je pense par exemple à une scène où un adulte propose à Totten dis-moi si je peux t'aider. Totten lui dit bah j'aimerais bien que tu me prêtes de l'argent parce que c'est l'aide dont il a besoin dans l'absolu. Et l'adulte lui dit ah bah je vais pas pouvoir t'aider à faire ça. Bah du coup pourquoi tu proposes ma belle? Et en fait on voit tout de suite que les jeunes sont beaucoup plus prêts à soutenir concrètement Totten que des adultes qui devraient eux être capables d'accompagner un adolescent autant dans la galère que ça. Je trouve aussi qu'il y a une certaine cristallisation de l'essence même de la jeunesse, notamment dans les scènes intimes entre Marie-Lise et Totten, ou même dans les passages où Totten est seul avec sa sœur Claire, et par exemple il l'aide à prendre sa douche ou l'emmène à l'école. On voit que c'est pas son rôle, que c'est pas normal qu'un grand frère s'occupe à ce point-là de sa sœur, et pourtant il le fait sans broncher une seule fois. Le fait que tous deux traversent un moment aussi difficile et qui passent leur vie à rester droit dans leurs bottes et à pas montrer leurs émotions, c'est assez admirable. D'ailleurs, pour illustrer ça, je voulais vous mettre un extrait où Totten explique à une fromagère qui fait des démonstrations de fabrication de comté comment il en est venu à faire pareil. J'ai une question à te poser. Oui, Comment tu fais pour pas te brûler? Tu prends la pâte avec le filet. avec la toile, tu veux dire. Oui, voilà. J'avais les bras tout rouges quand je l'ai fait. T'as déjà fait du compte au chaudron, toi? Et une fois avec ma petite sœur. Je pensais que je pouvais gagner le comté d'or et me faire des sous. Et Bah, ça va pour marcher. Mais pourquoi que tu veux te lancer là-dedans, toi? Un truc de vieux, ça. J'en sais rien, moi. C'était le métier de mon père, il a claqué, alors... Puis je saurais pas quoi faire d'autre. D'ailleurs, petite parenthèse, ce qui me fait rire chez cette femme, c'est qu'elle a pas beaucoup de lignes de dialogue, mais à chaque fois qu'elle ouvre la bouche dans ce film, elle dit des trucs qui me mettent par terre. Par exemple, à un moment donné, elle explique le bon timing pour sortir le fromage du chaudron et elle dit: «It is ready».
Et je sais pas, elle dit des petites formules en anglais avec un accent français et j'ai trouvé ça hilarant. Je sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, voilà, je voulais partager cette bonne énergie avec vous. Pour revenir à Totten et à sa sœur, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas une scène où on en voit un pleurer. Du coup, je me doute qu'ils sont forts et qu'ils ont cette motivation d'avancer, mais en même temps, je trouve ça limite un petit peu suspect qu'il n'y ait pas au moins une fois où on voit une larme couler sur une joue, où on sent que la petite sœur, elle se sent un peu seule, parce que sa vie, elle est pas simple non plus. Elle a perdu ses deux parents, elle se retrouve avec son grand frère, elle est un peu démunie, et pourtant, c'est un des personnages les plus forts et stables du récit, et d'ailleurs, je vous en reparlerai plus tard. Donc en fait, voilà, j'aurais bien aimé quelques petits passages, au moins un ou deux, qui témoignent d'une fragilité plus propre à cette innocence et à cette jeunesse, et je pense que ça aurait totalement servi le propos de la réalisatrice. Mais encore une fois, c'est un détail. Tant que je suis dans la critique, je tiens à pointer aussi un truc qui m'étonne, c'est qu'on voit pas du tout les services sociaux ou une quelconque aide à un quelconque moment, alors que même si Totten est majeur, il n'est pas encore dans la vie active. On ne sait pas trop où est-ce qu'il en est dans ses études. Je pense qu'il a arrêté, mais en tout cas, il n'est pas encore responsable assez financièrement et intellectuellement pour prendre soin de sa sœur. Et je trouve ça assez dingue qu'on n'ait même pas une toute petite aide de l'État pour l'aider ou qu'on n'en parle pas un minimum parce que pour le coup, il est vraiment livré à lui-même et il n'a pas de famille à qui demander de l'aide. Et ça, pour le coup, je suis pas la seule à le penser. J'ai vu dans la critique Letterboxd de mon pote Maël que lui aussi il pointait ça du doigt. Et je pense que c'est un tout petit détail irréaliste qui me fait me poser une question et qui me crée une mini frustration. Mais à chaque fois, c'est un détail du plot et c'est pas hyper explicite. Mais sinon, je trouve le script final très bien ficelé dans le sens où l'alternance entre les dialogues, les plans fixes, les paysages, les animaux est très agréable à regarder. Tout se mesure parfaitement bien et respecte un équilibre qui apporte beaucoup de tranquillité au visionnage. Et ça, je trouve ça assez positif parce qu'on n'est pas éprouvé, mais aussi c'est pas un film d'aventure ou d'action forte, mais en même temps, ça fait du bien et ça calme un peu l'esprit d'avoir quelque chose de plus apaisant à regarder. D'ailleurs, je reviens juste sur les animaux avant de passer aux acteurs. Je sais pas pourquoi, mais je suis fascinée par la manière dont Louise Courvoisier les filme. Il y a un côté très observateur, quasiment documentaire dans le regard qu'elle leur accorde à travers sa caméra, comme si elle s'effaçait pour filmer des vaches, des chevaux, des moutons, en train de s'exprimer et de vivre librement. Il y a une scène assez dingue où elle filme un animal en train de mettre bas et je trouve que c'est époustouflant dans le réalisme et la profondeur de champ et d'expression en fait. Courvoisier tourne pas un film animalier et pourtant tout l'espace que prend le bétail dans la France rurale réelle, il le prend aussi dans son film. Et je trouve encore une fois que ça exprime cet équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. En plus, elle le fait d'une manière très feutrée pour que les humains ne viennent quasiment jamais perturber le cours de la vie des animaux. Je sais pas, je trouve ça assez extraordinaire, c'est peut-être juste dans ma tête, mais j'aime beaucoup ça. En ce qui concerne les acteurs, vous avez sans doute vu ça dans le titre de l'épisode, ils ont été recrutés en casting sauvage. Et ça, c'est un truc, pardon, il y a des travaux à côté de chez moi, donc ce petit bruit de fond, on fait comme s'il n'existait pas. C'est un truc dont je discutais avec Manju il y a quelque temps parce que il y a une véritable montée en flèche de ce processus de repérage de comédiens. Et ce processus, il apporte aussi plein de débats un peu polémiques sur la légitimité dont je vais vous parler juste après. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai nommé le podcast de ce mois-ci de cette façon, c'est parce que je trouve que les acteurs repérés dans ce film complètent très bien cette idée d'artisanat et de fait maison dont je vous parle, mais trêve de bavardage et mettons les pieds dans le plat. D'abord, qu'est-ce que c'est le casting sauvage? Selon Radio France, c'est le fait de repérer des acteurs non professionnels pour les faire jouer dans des films. Définition très simple, concrète, droite au but. Souvent, les directeurs de casting se déplacent dans des lieux publics, ils observent les comportements naturels des passants, ils écoutent leur façon de parler entre eux et ensuite, ils se lèvent, ils marchent et ils leur disent «Tu veux être dans mon film?» Du moins, c'est comme ça que je romantise cette scène. De toute façon, le but de cette catégorie de casting, c'est de repérer des gens qui vont peu ou prou jouer leur vrai rôle dans un film. On va se rendre... oula. De toute façon, le but de cette catégorie de casting, c'est de repérer des gens qui vont peu ou prou jouer leur rôle dans un film en soi. On va pas se rendre dans une foire agricole si on veut repérer un neurochirurgien ou un avocat au barreau de Paris. Après, je peux toujours me tromper. Mais en fait, on vise à reproduire cet effet du réel, comme dirait Roland Barthes quand il parle des littératures réalistes du 19e siècle.
On veut reconstruire une atmosphère qui colle à la peau de la réalité et qui convainc le spectateur que c'est pas du tout une fiction, mais une captation d'une scène du quotidien. Par exemple, pour un film comme Star Wars, ça sert fichtrement à rien de faire un casting sauvage parce qu'on recrute des pilotes de vaisseaux spatiaux et des empereurs avec des pouvoirs magiques. À ma connaissance, on n'a pas ça dans la vraie vie, donc on n'a pas besoin d'avoir des gens qui se rapprochent de cette idée-là. Et quand je vous dis qu'il y a une véritable croissance du casting sauvage au cinéma, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de films qui cherchent à coller à la réalité. Et ça montre qu'en ce moment, on est en train d'explorer un mouvement du cinéma français qui s'éloigne des comédies plan-plan, de l'absurde, et qui cherche davantage à être politique, à mettre en avant des minorités, des injustices sociales et des réalités tristes qui sont soit sous nos yeux, soit qu'on ne voit pas au quotidien. Comme 20 Dieu, c'est des choses qui se passent, moi j'habite à Paris, c'est des choses qui se passent loin de mes yeux, donc je ne les vois pas, mais grâce à ce film, je peux constater certaines choses dont je n'aurais pas connaissance normalement. Et qu'est-ce qu'il y a de plus convaincant que des gens qui vivent vraiment ça en dehors du grand écran? Par exemple, ce processus a été utilisé en 2019 dans La vie scolaire, le film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, qui se passe dans un collège de banlieue défavorisé. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce film, mais moi je le trouve quand même assez drôle et bien écrit, donc je suis ouverte à la critique. Sinon, toujours en 2019, beaucoup de seconds rôles des Misérables de Lajli ont été accordés à des habitants de Montfermeil ou Clichy-sous-Bois, dans le but de reconstruire dans le film une atmosphère de tension propice à la délinquance dans des quartiers de cité. Enfin, si je veux parler d'un film majeur aussi présent à Cannes cette année, c'est l'histoire de Soleiman, sorti en 2024. Abou Sangaré, l'acteur principal d'origine guinéenne, était mécanicien lorsqu'il s'est fait repérer à Villejuif durant un casting sauvage. Il a ensuite passé des mois à reproduire les gestes et à apprendre le quotidien de livreur pour ensuite incarner son personnage de Soleiman. Un débat qui fait vraiment parler avec le casting sauvage, cependant, c'est la question de la légitimité. Parce que même si ces nouveaux acteurs se révèlent être très bons, convaincants et cinégéniques, si on peut se le dire, il y a beaucoup de gens qui font, à l'inverse, des écoles de théâtre, des formations de cinéma et qui essaient de suivre une voie formatrice et technique pour réussir à se frayer un chemin dans ce milieu assez fermé. Et en fait, ces gens-là sont mécontents à cause de toutes ces nominations et de cette mise en avant de ce processus. Parce que le problème, c'est que beaucoup se sentent dépassés par ces gens normaux, entre guillemets, qui n'ont jamais demandé à devenir acteurs et qui pourtant se projetaient au devant de la scène sans vraiment l'avoir voulu et donc sans vraiment faire d'efforts. Je mets des guillemets à chaque fois parce que c'est des perceptions, c'est pas les miennes, mais elles sont tout aussi légitimes que les autres. Ainsi, contrairement à des gens qui travaillent des années pour ça et qui acquièrent du savoir-faire précieux qui devrait les aider à construire une carrière progressivement et à se faire repérer grâce à un concours de circonstances, c'est pas juste. Personnellement, je comprends les deux parties, dans le sens où si je prends le cas du journalisme qui est mon cas, j'en ai marre de voir des gens sur les réseaux s'autoproclamer informateurs et lanceurs d'alerte alors qu'ils ont aucune source et pourtant qui gagnent beaucoup plus de visibilité que des journalistes qui, eux, se valent. Or, parfois, il y a des gens qui disent vraiment des trucs pertinents et qui n'ont pas besoin d'une carte de presse pour faire un point important. Donc, je sais pas trop ce que j'en pense et j'aimerais bien avoir votre avis dessus, donc n'hésitez pas à me le donner parce que ça reste des débats qui sont pas résolus et qui ne se résoudront sans doute jamais, mais c'est une actualité assez importante dans le milieu du cinéma en ce moment. Pour en revenir à 20 Dieu, le directeur de casting, c'est Emmanuel Thomas, qui a notamment été aussi chargé de la figuration dans Anatomie d'une chute, réalisée par Justine Triet en 2023. Il explique comment est-ce qu'il a casté les comédiens de 20 Dieu dans un article du journal Le Pays que je vais utiliser ici. Pour ce film, il a commencé par un travail de terrain où il se rendait dans des bals et des comices agricoles, mais aussi dans des courses de motocross et de stock-car. D'ailleurs, il y a une scène de course de stock-car dans 20 Dieu, et moi, j'en avais pas connaissance avant, donc je trouvais ça super intéressant. Il explique, je cite, qu'il y a un côté toujours bienveillant dans ces castings. Nous sommes dans l'échange et la discussion. Il dit aussi avoir fait un travail de consultation où il regardait des vidéos de gens qu'on lui envoyait pour incarner les personnages secondaires. Il dit que c'est souvent une question d'instinct et vu que le film était entièrement fait avec des acteurs non parisiens et non pros, il devait se fier à la vision et l'atmosphère rurale qu'il voulait retranscrire avec Louise Courvoisier. Et justement, Louise Courvoisier avait des idées, des acteurs phares qu'elle voulait caster. Et encore une fois, ils sont pas professionnels. Donc Clément Favot, qui joue Toton, travaillait dans un élevage de volailles. D'ailleurs, il n'est pas venu à Paris pour la cérémonie des Césars parce qu'il tenait à montrer que son premier rôle, avant tout, c'est d'être agriculteur.
Maïwenn Barthélémy, qui joue Marie-Lise, était en BTS agricole lors des castings. Et l'actrice de Claire, la petite sœur, s'appelle Luna et elle a grandi dans le même village que Louise. Et du coup, c'est comme ça que Louise avait envie de la mettre en avant dans son film. Je peux même vous dire que la fromagère de l'extrait qu'on a entendu, c'est une gardienne de prison. Donc ça, je trouve ça assez dingue. Et en fait, je trouve ça drôle qu'il soit capable de délivrer de telles performances avec aucune expérience. Toton, je l'ai trouvé très convaincant et touchant aussi dans les interactions qu'il a avec son père alcoolique au début du film, avant son accident. D'ailleurs, j'ai envie de divulgacher un mini truc. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, n'hésitez pas à skip de genre 20-25 secondes et je vous dirai fin du spoil, quand j'aurai fini de spoiler. Le fait que Toton ait mis son père absolument torché dans la voiture pour rentrer chez lui et que c'est en partie à cause de ça, qu'il est décédé en fonçant dans un arbre, pour moi, c'est évident que Toton doit sentir un peu de culpabilité ou de tristesse au fond de lui. Et je trouve que ma seule frustration par rapport au film, bah, c'est qu'il en parle jamais. Il explique jamais qu'il ressent un poids par rapport à ça, alors que il serait totalement légitime de penser qu'il a joué un rôle dans la mort de son père. Je sais pas si vous suivez ce que je veux dire, mais en tout cas, j'aurais trouvé ça chouette qu'il en parle au moins une fois ou qu'il mentionne une certaine, une certaine émotion pesante, en fait. Fin du spoil. Par contre, à l'inverse de Toton, j'ai trouvé que Marie-Lise m'a pas tant convaincue que ça. D'ailleurs, si je devais avoir une hot take sur les Césars de cette année, pour moi, Maïwenn Barthélémy ne méritait pas son César de la révélation féminine. Ça aurait totalement dû être Megan Northam qui a joué dans Rabza, mais cette femme, je vous en parlerai bientôt parce que je la trouve absolument extraordinaire. Je tenais quand même à vous mettre un extrait du discours de Maïwenn quand elle reçoit son prix parce que je la trouve super touchante et très humble et du coup, je trouve ça intéressant à partager avec vous. Je retire mon petit papier quand même. Oh la vache. Bonsoir. C'est incroyable pour moi d'être ici ce soir. Je pensais pas que depuis ma campagne, il y a 1 an et demi, je serais là ce soir et que j'aurais cette récompense. Tout ceci, je le dois à Louise Courvoisier. Elle m'a fait découvrir le cinéma et m'a donné une opportunité unique. Elle m'a permis de jouer un rôle qui reflète mon quotidien, le travail d'agricultrice. Enfin, j'avais vraiment envie de parler de l'actrice Luna Garay parce que je la trouve absolument phénoménale. Donc c'est, je le rappelle, l'actrice de Claire, la petite sœur. Je pense que c'est un des enfants acteurs qui m'a le plus bouleversée dans toute ma carrière de cinéphile. La gamine, elle a 10 ans et elle est incroyable dans son interprétation. Elle est ultra touchante et elle maîtrise tellement bien son langage du regard et du corps. Moi, je trouve ça bluffant. J'ai super envie de la voir tourner dans d'autres films quand elle sera plus âgée, mais après, c'est son choix, elle fait ce qu'elle veut. Mais je trouve qu'elle a en elle un potentiel d'actrice qui est assez dingue et qu'on mesure pas du tout. Je trouve qu'elle dépasse énormément d'acteurs adultes et certifiés parce qu'elle a une tendresse et une candeur naturelle que beaucoup n'arrivent pas à reproduire même après des années de cours Florent. Et je sais pas si c'est lié à son âge, mais je la trouve super tempérée et calme et toujours modeste. Et en fait, j'ai juste adoré la voir jouer et évoluer dans le film parce que sa présence est indispensable à la progression du film et à l'amélioration du personnage de Toton. Vraiment, la toute première raison pour laquelle j'ai voulu faire cet épisode, c'est pour parler d'elle. Maintenant qu'on a parlé des acteurs, mais surtout de Luna, la star de ma vie, je pense qu'il est temps d'enfiler mes lunettes stéréoscopiques, lunettes 3D si vous n'êtes pas connaisseur, pour parler de la photographie de ce film. Je l'ai vite fait mentionner tout à l'heure, mais je trouve que c'est une œuvre de vibrance assez extraordinaire parce qu'elle alterne plein de plans et de matières différentes. On a des grands plans d'ensemble au début sur une nature brumeuse et un grand ciel sombre. Et après, on a des plans fixes avec des groupes de moutons assis dans l'herbe. On a de la terre, de la pluie, de la boue. En fait, je trouve qu'elle a une façon très directe de poser son cadre et j'aime beaucoup ça, franchement. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive à filmer la précarité et la saleté sans apporter de jugement dessus, ni de sous-entendu trop sous-jacent. On voit clairement que la maison de Toton et Claire est un peu miteuse, qui s'habille avec des vêtements pas toujours propres et qui mange des vieilles pâtes sauce bolognaise Eco Plus premier prix. Mais tout ça, c'est des éléments que je trouve subtils et en même temps sincères dans la situation de cette petite famille qui tombe progressivement dans la misère, il faut en même temps se le dire.
C'est d'ailleurs peut-être un tout petit peu dommage de pas savoir concrètement comment ils vont s'en sortir, sans doute grâce à la fromagère de la foire, mais bon, c'est qu'un détail. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des mouches un peu partout dans les plans et je trouve ça vraiment important comme détail. C'est le genre d'élément comme le chant des criquets en fond de dialogue qui apporte beaucoup de réalisme. Par exemple, pendant une des scènes charnelles avec Totten et Marie-Lise, il y a des mouches qui se posent sur leur peau nue. Et bah concrètement, je trouve ça génial de montrer ça à l'écran, même si c'est bateau et normal parce qu'on est en campagne, je trouve que c'est le genre de détail qui donne un peu la profondeur du film. Pour renforcer ça, c'est trop cool de montrer aussi que principalement le film est tourné avec une lumière naturelle, même en intérieur, parce que selon Courvoisier, ça permet de capturer et magnifier la lumière sans l'esthétiser. Franchement, pour 2,6 millions de budget, c'est un résultat assez bien abouti et travaillé. D'ailleurs, en parlant de budget, je me suis dit que c'était une notion qui était énormément plébiscitée autour de nous, mais dont on n'a pas vraiment conscience de ce que ça veut dire réellement. Du coup, si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous en parler un peu dans l'épisode prochain. N'hésitez pas à me le dire parce que même moi, je savais pas trop ce que c'était un budget avant de faire quelques recherches dessus. D'ailleurs, c'est encore un fait qui va servir mon propos sur cette veine artisanale et surtout familiale dans le film. C'est que la chef décoratrice, c'est Ella, qui est la sœur de Louise, et le chef constructeur, c'est Pablo, son autre frère. Donc, avant d'avancer, il faut juste noter qu'il y a une différence entre la construction et la déco dans le cinéma. La construction, c'est beaucoup plus un travail d'ouvrier qualifié que de designer, véritablement. Mais au-delà de la déco, la bande originale du film est composée par la mère et le frère de Louise, Linda et Charlie. On entend d'ailleurs sur certaines pistes la voix des parents fredonner parce qu'ils étaient musiciens avant de se reconvertir dans l'agriculture. D'ailleurs, on peut parler un tout petit instant de cette bande originale parce que je la trouve vraiment intéressante. C'est toujours des cordes qu'on entend et des fredonnements. Il n'y a pas de cuivre ou de bois pour donner cette impression feutrée et délicate dont je vous parlais tout à l'heure, comme si on se glissait dans le quotidien de Totten et de ses amis, mais juste pour y jeter un coup d'œil. Il y a parfois quelques percussions et des claquements de doigts, mais ils sont jamais trop imposants et bruyants. Bref, j'ai l'impression qu'une grande place est laissée au bruit naturel du vent, aux animaux, aux criquets, comme tout à l'heure. Et en fait, ces mélodies arrivent en complémentarité de tout ça pour pointer du doigt quelques émotions et les mettre en avant, mais jamais pour les remplacer ou les modifier. Aussi, les choix des autres chansons de la bande-son sont très intelligents et cohérents avec la progression de 20 Dieu. Dans une sorte de boom qui se passe au début du premier tiers dans le film, on entend la Gofa Lolita. Les gens qui connaissent pas ce hit de l'été, je vous laisse aller vous renseigner par vous-même parce que c'est vraiment un talent de nos régions. En fait, ça illustre parfaitement cette jeunesse un peu frivole au début du film avec Totten qui picole énormément, qui va en soirée sans vraiment être conscient de ce qui va lui arriver, ce qui est normal parce que c'est imprévisible. Ça tranche beaucoup avec la chanson Kisses Sweeter Than Wine de Jimmy Rogers, sortie dans les années 50, qui arrive dans la deuxième moitié du film quand Totten et Marie-Lise sont ensemble, si on peut le dire comme ça. C'est une chanson un peu playful, mais en même temps très adulte et un peu rigolote, mais qui reste assez, assez délicate et pondérée. On est loin des tubes de discothèque du début du film. Là, on est dans une atmosphère posée où Totten grandit et expérimente sa première relation amoureuse. Et à chaque fois, on retrouve du coup pour entrecouper ces différents moments les airs de Linda et Charlie Courvoisier qui nous ramènent dans ce Jura agricole un peu enclavé et qui se bat pour garder son caractère. Ainsi, pour moi, ce film, il a tout d'une fresque, comme on adore dire dans la critique cinéma, parce que le fait qu'il y ait autant de personnalités, que ce soit dans le choix des acteurs, les sujets abordés, mais aussi leur mise en scène, montre qu'il existe encore un cinéma indépendant en France et que c'est dans ces périodes troublées et divisées qu'on traverse qu'on puise toute notre énergie créative. Les Français sont rarement d'accord quand il s'agit de nos régions, mais si même les Anglais kiffent, ça montre que Louise Courvoisier a fait du bon travail au final. Ça se voit d'ailleurs si on prend en compte les notes du public sur internet. Sur Allociné, on est à 3,9 sur 5, Télérama donne une note de 4 et Letterboxd monte à une moyenne de 3,8 sur 5. Bref, les gens ont beaucoup aimé et parmi mes potes, j'ai vu que des 4 sur 5, fiers et assumés, donc ça c'est positif. Actuellement, on est à plus de 950 000 entrées, donc c'est vraiment un bon chiffre. Le film a aussi gagné plein de prix, comme je vous l'ai dit au début, dont le César de la révélation féminine, dont on a parlé, mais aussi le César du meilleur premier film 2025, devant par exemple Un petit truc en plus ou encore Diamant brut. Un film que j'ai trouvé hyper hétérogène, mais très intéressant.
Donc si vous avez l'occasion de voir Diamant Brut, n'hésitez pas. 20 Dieux récolte aussi le prix à Cannes de la jeunesse dans la catégorie Un certain regard, où étaient nommés aussi Jean Zilbalodis pour Flo et Hiroshi Okuyama pour My Sunshine. À Angoulême, il a aussi gagné plein de Valois. Enfin bref, ce film a littéralement fait un tabac. C'est pour ça que je tenais autant à vous parler de ça ce soir. C'est un peu une œuvre qui sort de nulle part et qui se démarque assez magistralement. Je dois dire, moi je lui donne la note de 4 sur 5, fièrement et assumée, parce que même avec les quelques petites incohérences que j'ai citées plus tôt, il est d'une beauté rare et il apporte plein de sujets qui sont très importants à mettre en relief quand on habite dans des grandes villes par exemple. Avant de nous quitter, je vous propose de passer à mon petit concept des 3 dimensions où je vous présente cette fois-ci un album, un livre et un autre film qui aident à mettre en perspective un peu 20 dieux. Ce mois-ci, je vous présente bien un album mais pas une seule chanson parce qu'il faut considérer l'œuvre dans son entièreté comme une seule et même composition. Parce qu'en fait, c'est génial. Cet album, c'est Wake Up Calls de Cosmo Sheldrake qui est sorti en 2020 et qui dure moins de 30 minutes avec 13 titres. En fait, Cosmo Sheldrake, il a mis 9 ans à composer cet album parce qu'en fait, il est fait d'enregistrements de chants d'oiseaux multiples et variés. Et je pense qu'il faut au moins l'écouter une fois dans sa vie parce que c'est étonnant les mélodies qu'il arrive à créer à partir de ces simples enregistrements. C'est assez bluffant comme résultat. Sur son site internet, il explique qu'il a mis en avant des espèces britanniques en voie de disparition dans le but de nous alerter, de nous éveiller, un peu comme le dit son titre, parce qu'on a besoin de prendre en considération ces espèces capables de si belles choses et pourtant si menacées. Il a collaboré avec des organisations de protection animalière à qui il envoie 50% des recettes de son album. En tout, il explique qu'il faut écouter l'album dans son entièreté parce que c'est comme une promenade à travers l'espace et le temps. On commence la nuit avec des chants de rossignols par exemple et d'autres espèces nocturnes et piste par piste le jour évolue puis replonge dans l'obscurité à la fin de l'album avec un chant de chouette. C'est hyper progressif et agréable à écouter. Tout est très stylisé, le rendu est vraiment chiadé et je trouve ça génial à écouter. Justement, quand je me plonge dans cet album, je retrouve cette immersion dans un cadre naturel un peu comme on a dans 20 dieux où les espèces sont énormément mises en avant car elles contribuent à la vie humaine comme on ne peut même pas l'imaginer. Dans 20 dieux, on voit pas trop les abattoirs parce que c'est des présentations de production de fromage, mais ça existe quand même, aussi bien que la chasse qui heurte les espèces d'oiseaux dénoncées ici dans cet album. Justement, cette promenade en forêt, elle est très agréable, mais elle est aussi très consciente dans le message qu'elle porte. Le livre dont je veux vous parler maintenant, c'est L'Instruction d'Isabelle Sorand, sorti en 2024 chez Gallimard. Moi, ce livre, il m'a complètement bouleversée. Il fait 300 pages, c'est une lecture rapide, absorbante et très intelligente aussi. Ça raconte la quête spirituelle d'une romancière épuisée par son travail qui perd un peu le sens de ce qu'elle fait, même si elle adore fondamentalement ses œuvres. Son médecin qualifie ça d'un burn-out, mais en fait, elle n'arrive pas trop à mettre les mots sur ce dont elle a besoin. Donc, elle va chercher des réponses dans un rituel traditionnel de maître nomade. L'instruction qu'elle va suivre, c'est un exercice d'empathie qui consiste à se mettre à la place d'un animal conduit à l'abattoir. Elle va donc se rendre à l'intérieur d'un élevage industriel, prétextant l'écriture d'un article, et c'est là qu'elle va découvrir tout ce que l'humain désensibilise pour tuer en masse des animaux. Et ici, c'est surtout des porcs. Elle a une manière très hypnotisante d'écrire parce qu'elle se cherche et se plonge dans une grande introspection pour tenter de résoudre son mal-être enfoui, mais simultanément, elle tisse une connexion très forte avec ces animaux, elle se perd dans leur regard et explique tellement bien les choses qui sont cachées en périphérie de nos grandes villes, c'est assez dingue. Je vais citer Babelio pour finir cette présentation, qui dit à la fin du résumé, car humains ou animaux, tous sont emportés dans une course frénétique, happés par une logique fatale. Pour moi, le lien avec 20 dieux, il se fait peut-être pas immédiatement ou très explicitement, mais en fait, l'instruction explore tellement ce besoin de se reconnecter à son passé, de puiser dans ses ressources pour avancer. J'ai trouvé qu'il y avait quelques résonances avec l'histoire de Toton, et du coup, chez les animaux, j'ai trouvé qu'il y avait aussi cette sorte de cristallisation de tout ce que les animaux apportent dans notre vie. Et même si dans Vendu, encore une fois, on fabrique du fromage, ça ne nous empêche pas d'honorer les bêtes qui sont présentées à l'écran autant que dans l'instruction. Pour finir, je voulais vous parler du film La Pampa, réalisé par Antoine Chevrollier en 2024, parce que je trouve qu'il a cette même façon de décrire la jeunesse et la fragilité du passage à l'âge adulte. On suit l'histoire de deux meilleurs amis, Jojo et Willy. L'un espère remporter les titres nationaux de motocross et l'autre
tente de retrouver sa place dans sa famille après le décès de son père et le fait que sa mère ait retrouvé quelqu'un. Tous deux, ils se sentent puissants et intouchables, mais en même temps, ils ont leurs failles et leurs démons qu'ils tentent de nier, même si ça finit forcément par les rattraper. Même si j'ai moins apprécié le film, il y a quelque chose dans l'écriture qui m'a rappelé Vingt Dieu et il y a aussi des paysages naturels très jolis du Pays de la Loire. En plus, il y a l'acteur Saïd El Halimi qui joue Willy et moi je le trouve juste phénoménal dans ce film, mais aussi dans Leurs enfants après eux, par exemple. Et voilà, c'est tout pour moi. Je suis contente d'avoir pu brasser assez large pour vous parler de plein de détails sur ce film, pour moi qui est une vraie mine d'or niveau processus créatif. En tout cas, j'espère vous avoir donné un peu de soleil et de bonnes énergies. Et de toute façon, on se retrouve début septembre avec plein de nouveaux projets et de nouvelles idées qu'on a avec le M derrière moi. Et maintenant, je reprends mes lunettes 3D et je pars visionner un autre film qu'on verra la prochaine fois.